Je vais faire tourner une IA en local comme ChatGPT sur ce mini PC. Pas besoin d'abonnement, pas besoin d'internet, tout va fonctionner en local sur ce Beelink, même quand je n'ai plus internet chez moi. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment installer Ollama sur un Beelink S13, je vous expliquerai quels sont les modèles qui fonctionnent localement sur ce mini PC, et je vous montrerai comment utiliser l'API d'Ollama pour envoyer des requêtes domotiques depuis Gladys. Ollama, c'est un projet open source qui a pour objectif de simplifier l'installation de LLM locaux et qui fournit une API un peu comme ChatGPT, sauf qu'elle fonctionne entièrement locale. Si on parcourt la documentation d'Ollama, on peut voir qu'on peut faire la même chose avec cette API locale qu'avec des API cloud comme ChatGPT. Si on regarde sur la gauche, il y a même une API de vision, on peut appeler des outils, on peut faire des recherches web. En fait, tout est possible comme avec une API cloud. La seule différence, c'est que cette fois-ci, le LLM va tourner en local sur votre matériel. Donc nous, dans notre cas, on utilise un Beelink S13. C'est pas une bête de course forcément sur la partie IA puisqu'il n'a pas un GPU NVIDIA surpuissant. On est juste sur un Intel N150 pour le CPU et on a 16 Go de RAM. Donc ça va nous limiter sur les modèles qu'on pourra faire tourner. On va pouvoir utiliser des modèles de petite taille, mais qui fonctionneront quand même sur le CPU. Donc pour faire tourner du coup Ollama, on va utiliser leur commande Docker, ce qui va nous permettre de lancer super facilement un container. Et du coup, les modèles qu'on fera tourner tourneront uniquement sur le CPU et non pas sur le GPU. Suite à la folie OpenClaw, on a vu beaucoup de gens acheter des Mac mini pour faire tourner leur LLM en pur local. Et il y a une bonne raison à ça. Les Mac mini ont de la mémoire unifiée, ce qui permet au CPU, au GPU et au Neural Engine de communiquer avec une même mémoire centrale. Et en IA, la bande passante mémoire, c'est la clé. En plus de ça, les Mac mini sont très abordables. On voit que ça commence à 699 € pour le modèle avec 16 Go de RAM. 16 Go de RAM, ça vous permettra de faire tourner des petits modèles, mais avec une très bonne vitesse d'exécution et surtout avec une très faible consommation énergétique, puisque les nouvelles puces ARM d'Apple consomment très peu d'énergie. Ici, je peux même aller jusqu'à 64 Go de RAM pour faire tourner des nouveaux modèles, et vous voyez que 64 Go de RAM, on est uniquement à 2400 €. Quand on compare ça avec des serveurs NVIDIA, en fait, c'est vraiment très abordable les Mac mini pour la partie IA, bien entendu. Mais bon, pour ce test, on va rester sur notre Beelink S13. Il n'a pas de Neural Engine, il n'a pas de GPU surpuissant, il n'a pas de mémoire unifiée, mais vous verrez qu'il serait quand même capable de faire tourner des modèles IA en pur local. Donc la première étape est assez évidente. Je vais brancher mon Beelink S13 au secteur afin qu'il démarre et je vais m'y connecter en SSH pour installer Ollama. Je suis connecté en SSH à mon Beelink S13. Donc ce Beelink fait tourner Ubuntu Server et sur ce Ubuntu Server, j'ai installé simplement Docker et vous allez voir, j'ai juste un container Gladys qui est mon logiciel de maison connecté. Donc si on regarde Htop, vous voyez, il ne se passe pas grand chose sur le mini PC, il y a juste Gladys qui tourne. On utilise 700 Go de RAM et niveau CPU, on est plutôt au repos avec les 4 cœurs qui font pas grand chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Ollama avec Docker Compose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit dossier AI. C'est là-dedans qu'on va mettre tout ce qu'on fait par rapport à ce projet Ollama. Et on va créer un fichier dockercompose.yaml. C'est là-dessus qu'on va mettre notre configuration Ollama. Je copie-colle ma configuration Docker Compose Ollama. Donc ça, vous pouvez le trouver sur le site d'Ollama ou un peu en demandant à l'IA ce que j'ai fait pour cette vidéo. Donc je vais quand même l'expliquer avec vous. Ici, on lance l'image Ollama Latest, donc la plus récente version. Le volume, ça lui donne juste, on va lui dire qu'en fait on va créer tous les fichiers dans un volume Docker et ces fichiers vont se retrouver à l'intérieur du container dans ce dossier. Ensuite, le port, c'est le port sur lequel va écouter le serveur Ollama. Et donc, quand on lui enverra une requête sur l'API HTTP, il faudra contacter ce port. Et il y a une variable d'environnement Ollama Keep Alive 24 heures. En fait, ça permet à Ollama de lui dire de garder les modèles actifs pour ne pas qu'ils repartent de la RAM, et ce qui rend en fait la première requête extrêmement lente si jamais le modèle n'est pas chargé. Ensuite, en deuxième partie du Docker Compose, je vais lancer Open Web UI, qui est juste en fait une interface web
qui permet de discuter avec l'API d'Ollama et c'est super pratique en fait pour tester Ollama avec une interface qui ressemble un peu à ChatGPT. Et donc en fait on pourra discuter avec notre modèle local directement depuis une interface et donc avoir une sorte de ChatGPT local. Bien sûr pour moi là c'est juste pour la démo. Ensuite moi ce qui m'intéresse vraiment c'est d'utiliser l'API d'Ollama depuis Gladys pour pouvoir envoyer des requêtes domotique à Ollama et en fait que Ollama en local interprète les requêtes, nous envoie une réponse et qu'on puisse s'en servir dans Gladys. Allez, je vais enregistrer du coup le Docker Compose. Et ensuite, si je veux lancer tout ça, je vais juste faire Docker Compose up-d. Le -d, ça veut dire detached, donc ça veut dire que ça va lancer les containers en arrière-plan, ça ne va pas les lancer en premier plan, donc ça continuera de tourner en arrière-plan. Donc je vais lancer ça. Là, en l'occurrence, j'avais déjà fait un Docker pool des containers, donc tout avait déjà été téléchargé. Et donc si je fais un Docker PS, je vois qu'Ollama est bien démarré, que OpenWebUI est bien démarré. Je vais exécuter la commande Ollama pool lama 3.2. Donc lama 3.2, c'est un modèle développé par Meta, c'est un modèle de petite taille, il est open source et il fonctionne très bien sur ce genre de mini PC avec peu de puissance. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il est disponible dans plein de langues, y compris le français. Donc il va fonctionner très bien pour nos commandes en français. Et comme il est petit, il n'aura pas besoin d'énormément de RAM. Vous allez voir que quand on lance, la RAM du mini PC sera encore bien disponible. Et donc on pourra faire d'autres choses sur le mini PC, ça va prendre toute la RAM. Donc là je vais lancer le pool et ça va télécharger du coup le modèle. Donc le modèle, si vous avez, voilà, il fait 2 Go. Si vous avez une bonne connexion fibre, normalement ça ne devrait pas être très long. Bien sûr, il est possible de lancer et de télécharger des modèles beaucoup plus puissants. Il y a des modèles qui sont d'un très bon niveau et qui permettent de faire des choses similaires avec ce qu'on peut faire avec des Claude Opus 4.5. Mais là, c'est pas sur un Beelink S13 que vous allez pouvoir faire tourner ces modèles. Il faudra des PC avec des bons GPU. Et donc, par exemple, les Mac mini sont des très bons exemples pour faire tourner ça. Et même, vous aurez sûrement besoin pour les meilleurs modèles de clusters de Mac mini si vous voulez faire tourner ça chez vous. Mais bon, dans notre cas et dans notre exemple ici, on a juste envie de faire tourner un petit modèle pour des simples tâches qu'on a envie de faire en maison connectée. Donc c'est bon, le modèle est téléchargé et là j'ai envie de tester en envoyant une requête toute simple. On va juste lui envoyer un bonjour et on va voir ce qu'il nous répond. On va juste le faire en ligne de commande, vous allez voir, ça va être super simple. Avec curl, je vais envoyer une simple requête HTTP sur localhost 11434 qui était le port sur lequel écoute Ollama. API generate, ça c'est l'API sur lequel je vais pouvoir envoyer ma requête. Je précipie le modèle lama 3.2 3b et j'envoie hello. Là peut-être pour le test, on peut peut-être lui envoyer bonjour. On va envoyer ça et on va voir en combien de temps il nous répond. Donc là j'envoie bonjour. Ce qui va se passer, c'est que là il va charger le modèle. Et vous voyez, ici il m'a répondu. Donc là ça a répondu en streaming, c'est-à-dire que ça a envoyé progressivement la réponse. Et là il répond bonjour, virgule, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Point d'interrogation. Et là, on voit que ça l'a fait quand même relativement rapidement, puisqu'on a envoyé, vous voyez, à 9h44. Ça a pris globalement 1 seconde pour me répondre, sachant que la question originale, le bonjour, était quand même relativement simple. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de raisonnement à faire pour arriver à la réponse. Vous allez voir que si je mets des textes plus longs, en fait, le temps de réponse il va être exponentiellement de plus en plus long, plus le texte original sera long. Et vous allez voir que sur ce genre de mini PC, effectivement, la simplicité du prompt initial, c'est la clé pour avoir une réponse rapide. Mais en tout cas, pour une question très simple, on voit que le modèle est bien chargé. Ce que j'aimerais vous faire, c'est envoyer une requête un peu plus complexe et ensuite vous montrer HTOP pour voir que c'est bien le CPU qui fonctionne et pas le GPU. Donc là, j'ai ouvert un nouvel onglet avec HTOP. On va regarder ça. Je vais lancer ici une commande du coup un peu plus complexe. Je vais dire bonjour, dis-moi comment faire du pain. D'un coup, c'est plus complexe. On envoie la requête et là, j'ouvre HTOP. Et là, vous voyez en fait que c'est bien le CPU qui est à fond. Le load average il va augmenter.
En termes de mémoire, vous voyez, on est à 3,86 Go de mémoire utilisée. C'est pas du coup, c'est ce qu'on s'attendait. En fait, on n'a pas les 16 Go d'utiliser. Et de l'autre côté, en fait, il est en train de me répondre en streaming. Donc on voit que ça génère quand même relativement rapidement. Donc ça me dit bonjour, je suis ravi de vous aider à préparer un délicieux pain maison. Voici une recette simple classique pour faire du pain. Ingrédients. Bon, vous voyez, là en fait, il est en train de me générer la réponse. Et si jamais j'étais en train de faire ma requête depuis une interface, comme l'interface que j'ai lancée, je vais vous la montrer tout de suite, et bien en fait, ça m'enverra la réponse comme ça, progressivement, comme en fait quand vous faites générer vous posez une question à ChatGPT, il vous répond progressivement. Le streaming, c'est exactement ça. Et en fait, c'est là où on comprend comment fonctionne un LLM. En fait, un LLM ne fait que prédire quel sera le prochain mot quand on lui envoie une requête. Et donc, en fait, là, à chaque fois, il devine chaque mot et après, il passe au mot suivant. Et voilà. Donc là, ça a fini, ça a terminé. On voit le CPU est reparti à 0 et ça nous a répondu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface pour envoyer des requêtes à ce LLM local. Pour accéder à OpenWebUI, j'ai juste mis l'IP de mon mini PC. Donc ça, c'est l'IP sur mon réseau de ce mini PC. 2.5000, c'est le port que j'avais attitré à ce container. Et j'appuie sur Entrée. Ici, donc, ça me dit commencer. Et visiblement, il faut que je rentre un nom. On va mettre test, l'email test, et un mot de passe. Et on va créer un compte administrateur local. Donc là, c'est quelque chose de pur local, il me semble. Il n'y a vraiment pas de cloud. Donc, j'ai mis un peu n'importe quoi. On s'en fout. Là, je lui dis OK, let's go. Et là, du coup, il me propose directement le modèle Llama 3.2 qui est disponible, que j'ai pull en local sur mon instance Ollama. Donc il me dit qu'il y a une nouvelle version qui est disponible, peu importe. Et là, en fait, ce que je lui ai demandé tout à l'heure, c'est-à-dire donne-moi par exemple la recette du pain, eh bien je peux lui poser la question directement dans cette interface et il va me répondre théoriquement à la même vitesse que je voyais en local quand je l'avais fait en ligne de commande. Alors, d'un coup, quand on le fait vous voyez, hop, quand on le fait dans une interface et qu'on a l'habitude de la rapidité d'un chat GPT, forcément c'est un peu plus lent, mais pour quelque chose qui tourne en pur local sur un mini PC qui n'a pas de GPU dédié, qui n'a pas de mémoire unifiée comme sur un Mac mini, je trouve que c'est quand même vraiment honorable. Et donc voilà, là il est en train de me faire toute la recette du pain directement dans mon interface. Alors après, bien sûr, la qualité de la réponse, ça va dépendre de la qualité du modèle. Là, je lui ai demandé de me donner la recette du pain, mais peut-être qu'il y a des questions qui ne sont pas dans son jeu de données, vu qu'on est sur un modèle plus petit. Donc j'imagine qu'il a des limites par rapport aux modèles énormes qui ont vraiment des jeux de données conséquents. Là, on est sur un modèle IA plus restreint, et donc ce qu'on va pouvoir lui poser, ça va être aussi plus restreint. Mais je pense que pour des cas d'usage locaux où on a besoin d'un fonctionnement vraiment en pur local, on n'a pas envie d'envoyer ses données dans le cloud, on n'a pas envie de payer d'abonnement, ça peut être très utile, et notamment dans le cas de la maison connectée. Donc maintenant, on va utiliser l'API depuis Gladys pour voir ce qu'on peut faire dans notre maison connectée avec un tel modèle local. Je suis sur mon instance de test Gladys, donc c'est le même serveur Gladys qui tournait, vous l'avez vu, à côté d'Ollama quand je vous ai montré tout à l'heure. C'est une instance de test entièrement vide. Ce n'est pas mon installation de production qui tourne sur un autre mini PC dans mon salon. Et donc je vais créer une scène où on va aller interroger ce LLM local. Donc là, on va créer une scène qu'on va appeler « Demander à l'IA locale » par exemple. Je vais mettre une petite icône comme ça. Et là, on va aller créer une action « Requête HTTP ». Donc une requête HTTP, c'est une requête vers un serveur, et ici le serveur, c'est notre Ollama local. Donc on va utiliser la même URL que tout à l'heure. L'URL c'était du coup 192.168.0.99, ça c'est l'IP de mon mini PC. 11.434, ça c'est le port de mon serveur Ollama. /API/generate, c'est la même URL que tout à l'heure quand on a appelé l'API en local avec curl. Alors, vous noterez que tout à l'heure, quand on a fait le test, il n'y avait pas besoin d'authentification. Là non plus, parce qu'on n'a pas sécurisé ce serveur Ollama.
Bien entendu, si jamais vous avez peur que sur votre réseau, il y ait d'autres appareils qui contactent ce serveur, vous pouvez le sécuriser. Après, pour le coup, dans Ollama, il n'y a aucune information sensible, c'est juste un modèle, vous lui parlez, il vous répond. Mais après, je peux comprendre que vous ayez envie de sécuriser ce serveur si vous ne voulez pas que d'autres appareils sur votre réseau puissent interroger cette API et potentiellement faire tourner votre mini PC pour rien. Nous, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un body. Donc le body, on va lui mettre ça. Et en fait, là, donc dans le JSON, il faut mettre le modèle. Donc ça, c'est le modèle, le même modèle que tout à l'heure. Le prompt, c'est la question que vous lui posez. Max tokens, c'est le nombre maximum de tokens qu'il doit générer en réponse. Donc vous pouvez le limiter pour éviter qu'il vous fasse des énormes pavés. Si vous pouvez, par exemple, vous voulez juste qu'il vous réponde et qu'il vous envoie un message après, vous n'avez pas forcément envie d'une énorme tartine. Et du coup, vous pouvez le limiter comme ça. La température, ça lui permet en fait, c'est toujours comme ça dans les API d'IA, on vous propose la température et ça va lui donner une idée d'à quel point s'il doit beaucoup varier entre les réponses, en gros. Est-ce qu'il fait toujours la même réponse pour toujours la même question, ou est-ce qu'il y a un peu de variation qui est ajoutée pour avoir toujours un peu l'air différent, ce qui est un peu le propre de l'humain, quoi. Et ensuite, stream, true ou false, c'est est-ce que vous voulez que la réponse soit streamée, c'est-à-dire que ça renvoie chaque token à chaque réponse dans une réponse d'API, ou est-ce que vous voulez qu'il réponde que à la fin, une fois qu'il a la réponse complète. Vous allez voir, je vais vous faire la démo, mais vous allez comprendre pourquoi l'option stream false peut être utile dans ce genre d'outil. Donc là, par exemple, si je lui envoie bonjour, on peut très bien cliquer sur essayer, et il va me répondre. Et là, vous voyez, en fait, j'ai mis stream true, et du coup, il a répondu en faisant du stream. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la réponse, là, le JSON, en fait, au lieu de m'envoyer un JSON avec la réponse, je me retrouve avec plein de petits JSON pour chaque petit bout de token, quoi. Bonjour, comment puis-je vous aider? Et donc, ça, c'est pas très pratique, parce que nous, dans le cas de K10, là, par exemple, on voudrait juste avoir la réponse en une réponse, et ensuite pouvoir la passer à autre chose. Donc là, dans notre cas, faire response stream false, en fait, c'est plus pratique. Donc là, si j'envoie la requête, vous voyez, du coup, ma réponse, c'est juste un JSON tout simple. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est le champ response ici. Donc là, le bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui, il est disponible ici. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce body, on peut injecter une variable. Dans Gladys, dans les scènes, on peut avoir des variables. Et les variables, ça peut être, par exemple, l'état d'un capteur. Donc là, si par exemple, je peux créer ici une action récupérer le dernier état. Donc là, par exemple, je peux prendre l'énergie consommée sur une prise. Alors là, il faudrait que ça, je le déplace en fait dans le bloc d'après. Donc par exemple, alors là, il a un peu du mal parce que c'est un énorme bloc du coup avec le truc. Mais par exemple, là, si je fais requête HTTP, en fait, ici, si là je crée mon petit JSON et que là je mets mon prompt, hop, et que là je fais tac tac, donc vous voyez, accolade, en fait là j'ai accès. Alors du coup là ça c'est la réponse déjà, la réponse de l'API. Ça par exemple la réponse elle est ici, mais si je scrolle un petit peu, voilà. Là le 1.2 prise test, énergie consommée, ça c'est se récupérer le dernier état. Et donc ça, c'est vachement intéressant, parce que du coup, je peux injecter dans mon prompt, je peux lui dire, voilà ma consommation, est-ce que cette consommation est anormale, par exemple? En fait, on peut lui poser une question comme si c'était un humain, et lui fournir du contexte en mettant dans le prompt des variables. Ça, c'est hyper puissant, parce que du coup, je vais pouvoir vraiment utiliser mon IA pour lui poser des questions sur du contexte de ma maison connectée. Donc ça, c'est pour utiliser du contexte. Maintenant, ce qui peut nous intéresser, c'est en fait de récupérer la réponse. Donc là, typiquement, j'ai envoyé, je retire ce récupérer le dernier état pour pas se mélanger. Mais là, par exemple, si j'ai envie de m'envoyer un message à l'utilisateur test et j'ai envie de m'envoyer ce que l'IA m'a répondu, ici, je fais injecter du coup une réponse et je vais mettre data.response qui correspond ici à response. Et donc ici, ce qui va se passer dans cette scène, c'est que l'IA, quand cette scène est exécutée,
on va lui envoyer bonjour. Ça va répondre sans le stream, du coup, ce JSON. Et ensuite, le message va être envoyé à l'utilisateur. Si par exemple, moi, j'ai configuré Telegram sur Gladys, je vais recevoir sur mon téléphone sur Telegram, je vais recevoir la réponse de l'IA. On a d'autres moyens de communication. Donc, par exemple, sur cette box envoyer un message, dans cette action, on peut envoyer un message, par exemple, sur Nextcloud Talk ou WhatsApp ou Signal, par exemple. On a différentes intégrations. On peut utiliser aussi l'action envoyer un SMS. Donc ça, c'est quelque chose de plus personnalisé. Donc ça, c'est pour l'intégration, il me semble, Free Mobile SMS. Vous pouvez envoyer un SMS là-dessus. Donc ça peut vous envoyer par SMS le résultat de l'IA. Mais par exemple, là, on peut exécuter la scène. Donc là, si je fais démarrer et que j'exécute la scène, normalement, hop, ici, j'ai reçu « Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Donc ça, alors on voit qu'il y a un petit problème d'encodage. Il faudrait peut-être regarder pourquoi ça fait ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que j'ai reçu par message ce que l'IA a répondu. Et donc, bon, là, c'est un simple message bonjour qui n'est pas forcément très utile, mais on peut faire d'autres choses. Vous avez vu dans Ollama, on parlait par exemple de faire des recherches sur Internet. Alors là, j'ai pas fait la recherche, j'ai pas connecté la recherche sur Internet, il faudrait regarder dans la documentation comment le faire. Si on regarde Web Search par exemple, ça j'ai l'impression en fait que ça passe par les serveurs d'Ollama, donc c'est plus en full local, mais par exemple, vous voyez, si jamais vous aviez connecté Ollama en local avec une API key Ollama, vous pouvez faire des recherches sur Internet et du coup, il vous répondra. Là, par exemple, si on lui pose la question c'est quoi Ollama, il va faire une recherche et il vous répond. Et du coup, on pourrait avoir typiquement ici dans l'API une requête qui part. Par exemple, moi, à un moment, je m'entraînais pour un triathlon et je devais beaucoup aller à la piscine. J'avais une problématique, c'était la piscine de ma ville. Il y a souvent des fois où elle est fermée pour des raisons X ou Y. Par exemple, une fois tous les 6 mois, ils font la vidange de la piscine, il y a un match de water polo, il y a toujours une bonne raison et pour que la piscine soit fermée. Et moi, en fait, je veux que quand je parte de chez moi, eh bien, je sache si la piscine est fermée avant d'y aller. Et donc, ce que je me retrouvais à faire, c'était juste d'aller sur le site de la piscine à chaque fois. Et en fait, tout ça, ça pourrait être résolu par une IA. Je pourrais lui dire, vérifie que la piscine, on va mettre XXX, est ouverte en cherchant sur Internet. Même mieux que ça, je pourrais même lui mettre l'URL du site de la piscine, comme ça il n'a pas à faire de recherche, il va juste directement sur la page, il lit la page, il regarde est-ce que la piscine est ouverte, et ensuite dans la réponse il me dit est-ce que la piscine est ouverte. Bon là en l'occurrence je n'ai pas connecté la partie Internet, donc ça ne fonctionnerait pas cette requête, mais ça c'est un cas d'usage. Alors sachant que tout ce que je vous montre avec le faire une requête HTTP en local avec Ollama, je rappelle qu'on a dans Gladys une action de scène qui s'appelle demander à l'IA, qui fait exactement la même chose. On peut même joindre une image de caméra, donc vous pouvez envoyer une image de caméra si vous voulez que l'IA analyse, et en fait tout ça, ça passera par ChatGPT via Gladys+, donc ça c'est via le cloud, et donc ça fonctionne même si vous n'avez pas un serveur puissant, avec un modèle quand même plus puissant que le modèle qu'on fait tourner en local, mais tout ça dans le cadre de Gladys+, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clé en main, mais je comprends que pour certains qui veulent du pur local, c'est moins pratique. C'est pour ça que je vous montre avec Llama 3.2 comment faire ça en pur local. Et je trouve ça aussi super intéressant de pouvoir faire ça, même quand Internet ne fonctionne plus chez soi, c'est vraiment cool. Bon, du coup, même quand Internet ne fonctionne plus, évidemment, ça ne fonctionnera pas sur des requêtes comme ça sur Internet. Mais voilà. Et donc c'est super puissant parce que du coup là par exemple je vous ai expliqué le cas de la piscine, il y a plein d'autres usages qui me viennent en tête. On peut avoir envie de récupérer des valeurs par exemple de CO2, dire voilà tous mes capteurs du salon, ensuite je fais tac tac, j'injecte là, tous les capteurs du salon, donc CO2, qualité de l'air, tout ce qu'on veut. Et après, on peut lui dire, donc là, bon, disons qu'on a injecté la valeur, ici, et après on lui dit, est-ce que tu penses qu'il y a un problème? Et là, du coup,
Et là, du coup, bah, en fait, c'est hyper puissant parce que au lieu de vous devoir faire des recherches sur quels sont les niveaux de CO2, d'essayer de faire des calculs combinés pour essayer vous voyez, de croiser les données entre plusieurs capteurs, bah là, avec une IA, on lui envoie toute la donnée, on lui dit analyse-moi ça, et après on récupère une réponse et avec un message qui est envoyé directement sur votre téléphone. Donc super puissant et super facile à mettre en place. Et là, du coup, avec ce serveur local, ça fonctionne en pur local. Maintenant, j'aimerais vous montrer un peu les limitations quand même de ça. J'en ai découvert quelques-unes en faisant mes tests, et notamment, vous allez voir, avec le mode Stream False, il y a une vraie limitation qui a un vrai problème. Je vais vous montrer tout de suite. Donc imaginons, on lui envoie un message, voilà une valeur de CO2, 2200 ppm. On va mettre quelque chose volontairement de très critique, 4400 ppm. Cette valeur est enregistrée dans mon salon. Est-ce une valeur acceptable ou dois-je... On va juste dire est-ce une valeur acceptable? Et là, on va faire essayer. Donc là, derrière moi, je peux vous dire que le B-Link, il souffle. Là, il est à fond parce qu'il y a les 4 cœurs qui sont en train de travailler pour nous fournir une réponse. Et vous allez voir ce qui va se passer. En tout cas, j'espère, hein, sinon mon effet démo est raté. Voilà. Là, du coup, j'ai une erreur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que sur Ollama, le back-end d'Ollama, en tout cas, je pense que c'est plutôt le reverse proxy qui est devant Ollama à l'intérieur du conteneur, il a un timeout de 20 secondes. C'est-à-dire que quand on lui envoie une requête, si la requête ne répond pas en moins de 20 secondes, le back-end kill la requête et vous vous retrouvez avec une erreur comme ça. Si on regarde dans les logs, on voit que c'est une erreur 500 et c'est un timeout, vraiment à 20 secondes pile, ça coupe. Du coup, la solution, en général, en fait, ça n'arrive jamais parce que quand vous utilisez une interface comme OpenWebUI, en fait, quand vous lui posez ce genre de questions, on peut le tester à côté, et bien en fait, avec le stream true, en fait, la réponse, elle sera streamée. Et donc, en fait, si je lui envoie ça comme ça, il va envoyer token par token une réponse progressivement. Et donc, normalement, théoriquement, en 20 secondes, il a au moins réussi à générer un mot. Et donc, c'est OK, il n'y a pas de timeout. Et donc, il va envoyer mot par mot, au moins un mot par 20 secondes. Et c'est bon, ça sera affiché dans le chat. Bon, là, je pense que c'est quand même une requête compliquée parce que là, vous voyez que même le pain, il avait été plus rapide que cette question. Voilà. Là, il me répond, et vous voyez, ça a fonctionné, il n'y a pas eu de timeout parce que le bonjour est sorti quasiment directement. Voilà, il me répond... Ouais, alors là, je ne lui ai pas donné de max token, donc vous voyez, il me fait une réponse un peu complexe, un peu compliquée. Voilà, on va le couper parce que là, le mini PC derrière moi, il est en train de souffler à fond et c'est compliqué pour lui de générer ça. Mais vous voyez qu'avec du coup, le stream true, ça fonctionne. Le souci, c'est que nous, ici, dans ce bloc-là, si on fait du stream true, bah là, ça devient compliqué. On n'arrive plus en fait à récupérer la réponse dans l'action envoyer un message ensuite. Et donc, c'est quoi la solution? Pour moi, une des solutions possibles, ça peut être de coder une sorte de proxy en fait en local qui lui acceptera le stream true et en fait va juste concaténer les réponses de l'IA et les mettre en fait dans une seule réponse JSON qui renvoie. Et comme ça, en fait, ça permet de faire une sorte de une sorte de buffer entre Gladys et le petit serveur. Enfin, et le serveur, pardon, Ollama. Et ça, en fait, ça se code, à mon avis, on demande à l'IA, il peut nous faire un petit programme en Node.js, par exemple, en, je pense, une cinquantaine ou soixantaine de lignes de code, qui pourrait en fait bufferiser les réponses et donc empêcher ce problème. Voilà. Après, l'autre solution aussi, c'est de trouver, par exemple sur ce B-Link, là on est quand même sur un mini PC qui n'est pas conçu pour faire de l'IA, donc une solution, ça serait juste de passer un serveur qui est dédié à l'IA. Je sais par exemple que même chez B-Link, ils ont des B-Link plus puissants dédiés IA, qui du coup coûtent plus dans les 800-900 euros. Donc c'est pas forcément compétitif avec un Mac mini. Je pense que pour un cas pur IA, le mieux c'est vraiment les Mac mini.
Et sinon, il y a peut-être des modèles encore plus légers que celui que j'ai mis, qui du coup répondraient plus rapidement, et qui permettraient de faire des choses plus complexes et avec des temps de réponse un peu mieux. Voilà. Après, ma conclusion du coup de cette vidéo, c'est que je pense que le monde de l'IA est encore en train d'évoluer à une vitesse grand V, donc je vous déconseillerais d'investir dès aujourd'hui dans du matériel si vous n'avez pas un besoin vraiment pressant de faire de l'IA maintenant. Alors, si vous voulez en faire maintenant, allez-y, hein, achetez-vous un Mac mini et faites-vous plaisir. Après, ça change tellement vite. On a vu des startups, par exemple, sur Twitter, qui faisaient des puces, des sortes d'ASIC, où en fait le LLM était gravé directement dans la puce, et ils avaient des temps de réponse, mais qui feraient rougir ChatGPT. Vraiment, ça répondait des milliers de tokens par seconde, juste sur une simple petite puce. Et donc, moi, j'ai l'intime conviction que dans quelques années, en fait, dans les mini-PC qu'on achètera, il y aura une puce dédiée à l'IA, tout comme il y a un Neural Engine sur les Mac mini, et en fait, qu'on n'aura pas besoin d'avoir un GPU de malade, on aura optimisé les puces qui sont sur les mini-PC pour l'IA et pour les LLM. Et donc, si pour l'instant, vous, la partie cloud, la partie envoyer ces questions-là, qui ne sont pas forcément toujours des questions sensibles à distance, c'est pas un problème. Je vous recommande de, pour l'instant, continuer à utiliser des API comme ChatGPT. Si par exemple, vous ne voulez pas utiliser Gladys+, parce que là, par exemple, ce que je vous montrais tout à l'heure, le demander à l'IA, c'est via Gladys+. Donc ça, c'est clé en main, super simple à faire. Vous pouvez en fait tout simplement utiliser l'API de ChatGPT, mais là, ici, dans ce bloc, faire une requête HTTP, ou l'API de Claude, ou l'API de ce que vous voulez. Vous pouvez le faire et l'utiliser dans Gladys. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Si vous voulez que j'aille plus loin sur le sujet Ollama, si vous voulez que je fasse des configurations plus complexes, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut être un sujet pour une autre vidéo. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis on se retrouve très vite. À bientôt.